C'était un 11 janvier, c'était en 2013, il y a 10 ans jour pour jour, la France lançait l'opération Serval pour tenter de stopper la progression des groupes djihadistes qui faisaient route vers Bamako, au Mali. En quelques semaines, Paris avait déployé jusqu'à 5000 soldats pour éviter que la capitale malienne ne tombe aux mains des groupes islamistes armés. Une décennie plus tard, rien ne va plus. Les djihadistes ne sont pas vaincus, bien au contraire, ils se sont même étendus dans le golfe de Guinée. Avec nous pour en parler, Rémi Carayol, bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et auteur du livre Le Mirage sahélien, c'est aux éditions La Découverte. 11 janvier 2013, donc il est 18 h à Paris. François Hollande, le président, prend la parole. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Voilà, rappelons qu'à l'époque, Rémi Carayol, c'est le président malien lui-même, Amadou Toumani Touré, qui lance un appel à l'aide à la France. Diankouda Traoré, qui est le président par intérim, puisque ATT a été démis par un coup d'État quelques mois auparavant. Vous dites dans votre livre que Serval, c'est rare d'entendre le mot succès par les temps qui courent quand on parle de l'opération française au Sahel, mais Serval, pour vous, ça fait aucun doute, ça a été un succès ? Oui, parce que les objectifs qui avaient été fixés par le président de la République ont été atteints. Quels étaient ces objectifs? Tout simplement repousser les groupes djihadistes qui occupaient le nord du Mali depuis plusieurs mois et qui avaient commencé effectivement à faire mouvement en direction du centre du Mali. L'armée française les a repoussés très rapidement. Elle a repris le contrôle des principales villes du nord et ensuite elle les a traqués, les djihadistes, dans leur dernier sanctuaire qui se trouvait dans le désert du Mali. Donc en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, quelque part, cette guerre-là était gagnée. Le problème, c'est qu'elle a été poursuivie pendant de longues années, et là, forcément, le bilan est bien moins reluisant. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas tendance à essentialiser? On parle de groupes djihadistes, n'oublions pas aussi qu'on est en plein conflit avec notamment les indépendantistes de l'Azawad et avec les velléités d'indépendantistes touaregs. Oui, lorsque les djihadistes prennent le contrôle du nord du Mali, ils le font dans la foulée des combattants du MNLA, donc, qui est un groupe indépendantiste touareg, qui a lui-même repoussé l'armée malienne. Donc en fait, on se retrouve dans cette situation avec une imbrication de différents groupes armés, et l'armée française, elle intervient pour repousser les groupes djihadistes, qu'elle qualifie de groupes terroristes, en sachant que pour les autorités maliennes, les groupes djihadistes sont les ennemis, mais le MNLA est aussi un ennemi, et pour les autorités maliennes, c'est aussi un groupe qualifié de terroriste. Sauf que pour les Français, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, le contexte est très complexe. C'est là aussi l'origine, peut-être pas le péché originel, mais c'est ce qui est parfois reproché à la France. Aujourd'hui, en tout cas a posteriori, l'un des reproches qui est fait à la France, notamment par les autorités maliennes, c'est d'avoir coopéré pendant quelques temps avec le MNLA, une fois notamment que la ville de Kidal, qui est le fief du MNLA, avait été reprise. Août 2014, Barkhane prend la succession, et là, ça va se compliquer sérieusement. Dans votre livre, vous le dites clairement, vous parlez de fiasco, hein. En tout cas, oui, c'est un échec que les autorités françaises ne reconnaissent pas. Les responsables militaires le reconnaissent à demi-mot, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas un échec militaire, mais c'est un échec politique. Mais de toute évidence, si on regarde la situation lorsque l'opération Barkhane est lancée à la suite de l'opération Serval, à ce moment-là, les groupes djihadistes sont dans leur sanctuaire, ils se terrent, ils se cachent pour essayer de se reconstruire. 8 ans plus tard, en 2022, avant que l'opération Barkhane ne soit terminée... Oui, les derniers soldats français ont quitté le sol malien le 15 août dernier. C'est ça, oui. À ce moment-là, non seulement le nord du Mali est en partie occupé par les groupes djihadistes, pas les grandes villes mais les zones rurales, le centre du Mali est en très grande partie occupé par les groupes djihadistes, mais c'est aussi une partie du sud du Mali qui commence à être, on va dire, visitée par des cellules et des groupes djihadistes. C'est 40%, dit-on, du territoire burkinabé, qui est aujourd'hui hors de contrôle de l'État burkinabé. C'est aussi une partie du territoire du Niger, et ce sont même les zones septentrionales des pays du golfe de Guinée qui sont aujourd'hui attaquées. Donc, d'un point de vue très factuel, on peut dire que l'armée française
n'a pas atteint les objectifs. Mais à cause du politique ou à cause du mode opératoire militaire et de la manière dont l'armée française a opéré sur place, dans votre livre, on entend imprégné d'idéologie coloniale, l'armée française engluée dans des schémas obsolètes de la guerre contre le terrorisme qui se montrent incapables d'analyser concrètement la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a été perçue comme une force d'occupation, au Mali notamment? Par un certain nombre de personnes, effectivement, y compris non pas seulement dans les capitales, comme on a pu l'entendre, mais aussi dans les zones où l'armée française intervenait. Mais c'était inévitable. Dès 2015-2016, des chercheurs commencent à dire attention, une présence militaire de ce type ne pourra pas durer longtemps. Et je dirais même... Surtout quand on connaît le passé. Exactement, j'allais y venir. Avant même le déclenchement de l'opération Serval, il y a des diplomates qui disent attention, le Mali c'est une ancienne colonie, la présence militaire française ne sera pas acceptée. Ils disent ça ne pourra pas durer longtemps. Et effectivement, au bout d'un moment, d'une manière parfois injuste pour les soldats français, mais ils ont été considérés... L'armée française qui a perdu 59 soldats depuis le début de l'opération. Et qui a subi des pertes aussi humaines, matérielles, mais aussi... on oublie souvent d'en parler, énormément de blessés au sein de l'armée et oui, qui a payé aussi le prix de cette guerre. Il y a aussi parfois des hauts responsables militaires français qui ont dit on a un but de guerre, mais on n'a pas un but de paix. On a le sentiment que c'était un peu le serpent qui se renouvelait constamment, comme on dit, c'est ça, le dragon qui ressurgit à chaque fois qu'on en a tué un, dans des zones très étendues, rappelons-le, qu'est le Sahel. Il n'y a pas d'objectif politique? Non, parce que personne n'a trouvé la solution pour aujourd'hui. Alors, c'est pas seulement de la responsabilité de la France. La première des responsabilités, elle est celle des États sahéliens, mais c'est l'ensemble de la communauté internationale qui aujourd'hui échoue. Ils ont failli, ces États sahéliens? Oui, ils ont failli. L'État malien, on n'est pas arrivé dans cette situation sans que la responsabilité des élites politiques, militaires et économiques maliennes ne soit engagée. Mais diriez-vous, d'où le soutien, par exemple, au président malien de transition Assimi Goïta, d'où le soutien aussi à ceux qui ont mené les coups d'État au Burkina Faso, rappelons-le, en cette année qui s'est terminée 2022, il y a un vrai soutien populaire? Ce soutien s'amenuise au fil du temps, tout de même. Mais c'est vrai que lorsque les militaires prennent le pouvoir au Mali en 2020 et au Burkina Faso en 2022, il y a une première vague, soit de soutien, soit de personnes qui se disent finalement, peut-être que ça va être mieux parce que ni Ibeka au Mali, ni Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso n'avaient réussi à résoudre cette crise qui est globale. Elle n'est pas seulement sécuritaire. C'est une crise de confiance que traversent ces États sahéliens. Est-ce vraiment mieux avec Wagner, la milice russe qui est aujourd'hui clairement présente? Au début, on disait elle y est pas. Aujourd'hui, elle est clairement présente en Centrafrique, on le sait, mais au Mali aussi. Est-ce que c'est vraiment mieux aujourd'hui? On l'apprend là, 12 soldats maliens tués hier lors d'affrontements dans le centre du pays avec des djihadistes. Non, c'est pas mieux. La situation ne cesse d'empirer depuis des années et elle continue d'empirer. Alors, il y a même eu, dans certaines zones, une dégradation assez spectaculaire durant les derniers mois. Je pense à la zone de Ménaka, au nord-est du Mali. Donc, non, la situation n'est pas mieux. Et en fait, ceux qui pensaient que Wagner arriverait à résoudre les problèmes que l'armée française n'a pas réussi à résoudre, aujourd'hui déchante. Mais ça ne surprendra pas ceux qui se doutaient bien que ça n'était pas la solution. Oui. Mais quelle est la stratégie de la Russie? Vaincre les djihadistes vraiment? Alors là, je dois vous avouer que je suis incapable de répondre à cette question. La Russie, à l'évidence, veut marcher sur les plates-bandes de la France et envisage de pénétrer dans un certain nombre de pays de ce qu'on appelle le précaré français. Ouais, elle surfe d'ailleurs beaucoup sur le discours anticolonialiste dans la Voilà, elle joue un peu sur du velours en ce moment parce qu'il y a une vraie colère vis-à-vis de la politique française menée depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est indéniable et c'est pas seulement le fruit de la propagande russe en fait. Il y a des ferments qui sont bien plus anciens. Mais donc ça, on sait que la Russie a envie de réinvestir le continent africain. Maintenant, la stratégie de Wagner, je l'ignore. Quels sont les autres pays menacés? Vous l'avez dit, le Burkina Faso, 40% du territoire burkinabé est contrôlé par des groupes armés islamistes. On parle de menaces sur la Côte d'Ivoire, le Togo.
Oui, il y a eu des attaques déjà au nord du Bénin, au nord du Togo, au nord de la Côte d'Ivoire. Tous ces pays ont été attaqués. Le nord du Dana, on sait qu'il y a aussi des cellules djihadistes qui sont implantées au nord du Dana. À l'évidence, de toute manière, les groupes djihadistes ont démontré que leur ambition est de conquérir des territoires. Ils ne veulent pas forcément conquérir les grandes villes qui sont très difficiles à défendre, mais ils veulent conquérir les zones rurales. Il y a un acteur dont on parle à la fois peu et beaucoup quand il s'agit de vouloir résoudre ce conflit, c'est l'Algérie. Peut-on résoudre la crise au Sahel sans l'Algérie? Beaucoup pensent que non, que l'Algérie est un acteur incontournable de cette crise. De fait, l'Algérie a toujours joué un rôle important dans l'histoire du Mali, notamment. Après, l'Algérie n'est pas capable de faire des miracles. Il ne faut quand même pas oublier une chose centrale, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, ces États sahéliens traversent des crises aujourd'hui, des formes de crises existentielles. Donc, en fait, la solution, ceux qui l'ont, ce sont d'abord les habitants de ces pays, les responsables de ces pays. On emploie souvent le terme de groupe terroriste. Ce sont des insurrections, et des insurrections qui sont liées à une vraie colère, une vraie frustration de la part des habitants, au-delà de l'aspect djihadiste. Et ça, la première responsabilité pour trouver une solution, à mon sens, ce sont les pays concernés. Merci beaucoup Rémi Carayol d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Le Mirage sahélien, édition La Découverte, un livre à lire si vous voulez mieux connaître donc ce que vit cette région du Sahel depuis maintenant plus de 10 ans. Merci à vous.